Pendant longtemps, les collyres, qui sont vieux comme le monde, utilisaient toutes sortes d'emplâtres, de supports, du sel d'ammoniac par exemple. Vous aviez des colporteurs qui vendaient des collyres soi-disant infaillibles contre toutes les maladies des yeux. Beaucoup de charlatans naturellement. Et inutile de vous dire que tous ces traitements étaient la plupart du temps inutiles. L'ophtalmologie à partir de la deuxième moitié du 19e siècle va connaître une véritable révolution qui commence d'abord par une classification des maladies, comme le montre ce remarquable ensemble qui décrit les principales maladies oculaires. La deuxième révolution, c'est bien sûr l'arrivée de médicaments actifs comme les alcaloïdes. Et là, vous avez la pilocarpine, l'atropine, les énérines et bien d'autres qui vont bouleverser vraiment déjà le traitement de certaines maladies auxquelles il faut rajouter un certain nombre de sels minéraux. Le problème, c'est la contamination des collyres par le malade après ouverture. Il faut savoir qu'un simple doigt ou un cil peut facilement entraîner une contamination importante. C'est pourquoi toute la fine fleur de l'ophtalmologie européenne va plancher sur le problème de leur conservation. Mon aïeul, Paul Chibret, qui fondera la Société française d'ophtalmologie, est de la partie. Alors quelques mots sur Paul Chibret, qui était un médecin militaire formé à l'école impériale de médecine à Strasbourg. Vous voyez, il avait un chapeau avec les couleurs tricolores. Il va partir en Algérie, dans la Kabylie orientale, et là, malheureusement, il va contracter une grave maladie oculaire qui l'oblige à être rapatrié à Paris, où heureusement sa vue sera sauvée par des grands noms de l'ophtalmologie, Galezowski par exemple et De Wecker. Il s'est juré que s'il sauvait sa vue, il deviendrait ophtalmologiste. Alors en 1875, Paul Chibret arrive à Clermont-Ferrand et il va immédiatement créer un service d'ophtalmologie dans cet hôpital, Hôtel-Dieu, qui est aujourd'hui désaffecté. Il va installer des salles de chirurgie. Le matin, il opère gratuitement les malades. Les infirmières sont des religieuses, ça ne coûte pas cher à l'État. Et l'après-midi, plus tard, il aura sa consultation privée en dehors de l'hôpital. Dès son arrivée, il va utiliser ses locaux pour mettre au point de nouvelles techniques d'exploration, d'auscultation, et puis il va s'intéresser très vite aux médicaments. C'est donc ici qu'il multiplie les essais avec toutes sortes d'antiseptiques pour améliorer la conservation des collyres, mais sans grand résultat. C'est alors qu'il va se tourner vers les pommades, parce qu'elles résistent plus longtemps aux contaminations et offrent une plus grande sécurité que les collyres aqueux. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé le bon excipient. La glycérine irrite la conjonctive, l'axonge rancit, le beurre également, même rincé à l'eau de rose. Paul va être le premier, avec le professeur Galezowski et le professeur Panas, premier titulaire de la chaire d'ophtalmologie de Paris, à promouvoir un nouvel excipient d'origine américaine à la neutralité incomparable, la pétroline, qu'on appellera rapidement la vaseline. Paul Chibret va demander à son neveu, Henri Chibret, d'ouvrir un laboratoire de fabrication de pommades ophtalmiques, les tubes Chibret. Et donc ceci sera fait en 1902 à Clermont-Ferrand. Mais c'est Jean, mon père, qui va réaliser le grand bond en avant. Mon père était vraiment un visionnaire. Il va lancer les premiers collyres à base d'antibiotiques, innover dans toutes les classes thérapeutiques, ouvrir le plus grand centre mondial de documentation dans le domaine de l'ophtalmologie, produire des centaines de films sur cette spécialité. Alors à partir de 1945, l'ophtalmologie va connaître une extraordinaire révolution dans le domaine thérapeutique et la première de ces grandes innovations est la pénicilline. Et j'ai retrouvé avec beaucoup d'émotion dans le musée de l'histoire de la médecine à Paris un échantillon, premier gramme de pénicilline, offert par Fleming, l'inventeur de la pénicilline. Toute cette révolution va se poursuivre tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors les pommades vont être abandonnées au profit des collyres.
car la verrerie industrielle a fait de gros progrès, le flacon plastique apparaît, on peut faire des embouts en plastique. Reste quand même le problème de la contamination de ces collyres. Il suffisait que le malade laisse son collyre sur un radiateur ou exposé au soleil pour qu'une prolifération bactérienne se produise. Et vous aviez une information quelquefois d'une sorte de meringue. Nous avions des retours de pharmaciens et un jour avec mon frère, nous avons découvert une caisse où il y avait ces collyres contaminés. Nous sommes amusés à casser un peu cette meringue à la sortie des collyres. Inutile de vous dire qu'on s'est fait sérieusement sermonner. C'est là où mon père va intervenir en mettant un conservateur à l'intérieur du collyre qui permet de préserver sa stérilité pendant environ 15 jours. Alors, quel conservateur utiliser ? On a commencé par introduire les dérivés du mercure qui donnent malheureusement beaucoup d'eczéma des paupières. C'est alors que mon père a eu l'idée d'utiliser le benzalconium, un ammonium quaternaire, qui a donné au début toute satisfaction. Et pourtant, un conservateur, ce n'est pas anodin. Et je vais vous raconter une histoire. Les jeunes ophtalmologistes venaient faire leur thèse à Clermont-Ferrand, à l'Institut Chibret. Mon père, en repartant, leur offrait ceci. C'est un flacon de benzalconium qui servait tout simplement à nettoyer les pare-brises et à décaper les moustiques. Inutile de vous dire que si ça nettoie les pare-brises et décape les moustiques, ce n'est certainement pas anodin pour les yeux. Dès les années 80, en particulier dans la sécheresse oculaire, plusieurs travaux montraient que les ammoniums quaternaires étaient des produits très irritants pour la surface oculaire, en particulier pour le film lacrymal. Les années 90 ont été marquées par la découverte que les médicaments utilisés dans le glaucome pouvaient entraîner des réactions inflammatoires, des réactions d'irritation importantes. Mais la relation entre le conservateur et les effets secondaires des médicaments au cours du glaucome n'a été faite que par les travaux que j'ai conduits dans les années 90 et qui ont été publiés en 94 et qui ont conduit à cette découverte, cette prise de conscience que le conservateur pouvait jouer un rôle. Ensuite, les travaux expérimentaux, cliniques, des travaux en laboratoire, qui ensuite ont été confirmés par d'autres équipes dans le monde, ont conduit à une accumulation de données permettant de mettre en évidence que le conservateur jouait un rôle, peut-être pas exclusif, mais en tout cas un rôle déterminant dans ces phénomènes d'irritation, de sécheresse, d'allergie, et qu'il fallait au maximum essayer d'en réduire la quantité, voire même de les éliminer complètement. L'industrie, bien sûr, a cherché des moyens de se débarrasser définitivement du conservateur. Alors il y a eu les unidoses, qui sont des petites dosettes stériles, sans conservateur, et puis il va y avoir la grande révolution des flacons multidoses que le malade peut utiliser pendant 1 mois, 3 mois, et qui gardent sa stérilité pendant tout l'usage par le malade. C'est ici que va naître la révolution du sans conservateur. C'est mon père qui avait introduit les conservateurs dans les collyres. C'est moi, son fils, qui vais chercher à s'en débarrasser. Et c'est ainsi qu'après 10 ans de recherche, va naître le premier flacon sans conservateur, la BAC. Sous des apparences simples, ce flacon miniaturisé est en fait un concentré de technologie et d'innovation qui permet de garder la solution stérile jusqu'à 8 semaines après ouverture. L'étape suivante, c'est mon neveu Jean-Frédéric qui va s'en charger. Dans un premier temps, il va moderniser le flacon à BAC, le rendre plus petit, plus maniable, plus performant, avec une durée de conservation qui atteint jusqu'à 3 mois après ouverture. Il va s'attaquer à la contamination des gels, notamment des gels pour l'hygiène des paupières, en lançant le tube Steri-Free Technology, qui distribue des gels stériles tout au long de l'utilisation du produit. Enfin, il va lancer l'EasyGrip, un flacon qui complète la gamme des flacons multidoses pour certaines molécules, en particulier dans le domaine du traitement du glaucome. Désormais, les patients disposent de toute une palette de traitements ophtalmologiques sans conservateur pour se soigner.
Aujourd'hui, la bataille du sang conservateur est gagnée. Ces 150 ans d'histoire montrent que derrière le succès, il y a le plus souvent un mélange de tradition et d'innovation.